Bonjour à tous et toutes. Bonjour à tous et toutes et bienvenue et merci d'avoir bravé le froid et la neige pour venir jusqu'ici pour rejoindre ce grand foyer qui est chaleureux. Nous allons évoquer la place que la danse occupe au sein du Palais Garnier et cette table ronde fait partie d'un cycle de 5 rencontres organisées par l'Opéra de Paris pour fêter ensemble le 150e anniversaire de ce Palais Garnier. 150 finalement c'est très jeune pour un théâtre comparé à d'autres théâtres sur le vieux continent. C'est très jeune, mais finalement, il a la plus grande longévité de toute l'histoire de l'Opéra de Paris, si l'on remonte au premier théâtre de 1660. Et ceci grâce quand même au génie de l'architecte de ces lieux, Charles Garnier, dont vous voyez le buste ici, et qui est quelque part aussi dessiné, peint dans les voussures. Charles Garnier, d'ailleurs, dont il faut rappeler qu'on célèbre aussi le bicentenaire de sa naissance, le 6 novembre 1825. Je voudrais remercier aussi pour l'extrême qualité de l'organisation de cette rencontre Solène Souriau et Alban de Chatelus. Je les ai beaucoup embêtés pour programmer des vidéos pour animer la conversation et entrer dans chacun de nos sujets. Alors, avec nos invités, nous allons voir ensemble si Charles Garnier vous a bien compris, si il a su construire un temple de la danse qui convient à votre quotidien. Mais nous allons aussi voir comment vous vous acclimatez à ce lieu chaque jour où vous venez y travailler. Et puis on va voir aussi comment les chorégraphes se sont inspirés de ce lieu pour en faire allusion ou bien en faire un vrai sujet de ballet. Pour ce faire, le mieux, c'est de vous écouter. Vous qui êtes sans doute, avez cette position singulière d'être ceux qui connaissez ce Palais Garnier depuis votre enfance. Quand même, et c'est rare, c'est singulier de voir que des enfants intègrent une maison, une entreprise, un bureau, jusqu'à la retraite, voire même au-delà, puisque vous êtes aujourd'hui les uns et les autres, et surtout vous deux, à la tête des 2 grandes institutions chorégraphiques de la maison. Alors vous, José Martinez, vous êtes le directeur de la danse depuis décembre 2022. On sait que vous êtes espagnol, mais vous avez fait l'essentiel de votre formation à Cannes, chez Rosala et Tower, et grâce au prix que vous avez décroché au concours de Lausanne, vous avez intégré l'école de danse en première division en 87. Ça veut dire donc que vous avez essuyé les plâtres de Nanterre. Oui, c'était la première année de le départ de l'école à Nanterre. Voilà, donc vous rentrez l'année suivante, évidemment, vous étiez en première division et très doué. Vous rentrez dans le ballet en 88, vous êtes étoile en 97, après la Sylphide, et vous faites vos adieux, c'est un gros raccourci, en 2011 dans Les Enfants du Paradis, qui est votre œuvre, votre chorégraphie. Vous avez dansé tous les rôles du répertoire, essentiellement, vous êtes un danseur classique, mais aussi Balanchine, Neumayer, Forsyth, et j'aime à rappeler aussi que vous avez dansé des rôles de caractère. Je pense notamment au Tricorne, je pense à Hilarion, pas un rôle de caractère, mais un rôle plus sombre, Hilarion ou Coppelius, dans la version de Patrice Barre. Elisabeth Platel, vous êtes directrice de l'école de danse. Vous êtes entrée, vous aussi, en première division, après un premier prix de conservatoire dans la classe de Christiane Vossard, qui est votre maître. Vous êtes rentrée à l'école de danse en 75, donc vous avez connu cette année de petit rat à l'opéra, à Garnier en l'occurrence. Vous rentrez dans le ballet en 76, vous êtes étoile en 81, après votre première Gisèle, et vous faites vos adieux dans la Sylphide en 99 avec 2 partenaires. Ça, c'était quand même votre singularité. Vous avez tout dansé, mais vous êtes surtout une danseuse classique moderne, hein, ça vous y tenez. Et puis quand même, Neumayer et Lacotte sont un peu vos 2 chorégraphes de chevet, on peut dire ça comme ça. Et puis, vous dirigez l'école de danse depuis 2004 hein, et vous avez à cœur notamment de veiller à une certaine bienveillance, à une certaine écoute
à une certaine diversité. Et je retiens un mot que vous aimez, une phrase que vous aimez répéter, je crois, à vos élèves, il faut que vous appreniez à vous accepter et que vous soyez comme vous êtes, et que vous dites aussi, ne regardez pas ce que vous n'avez pas, mais regardez ce que vous avez. Et je pense que de nos jours, c'est quand même très important. Dorothée Gilbert, vous êtes notre Benjamine, notre étoile Benjamine, et oui, vous êtes encore en activité. Vous êtes entrée à l'école de danse en 95, en 4e division, donc vous avez quand même un plus long chemin dans l'école. Vous êtes entrée dans le ballet en 2000, vous êtes étoile en 2007 avec Casse-Noisette, dans un mémorable Casse-Noisette sans décor ni costume. Et puis vous avez tout dansé, vous aussi, Nourieff, Lacotte, Balanchine, Maillère, Macmillan, bref, et surtout les ballets narratifs. Je retiens particulièrement ça de vous. Et puis j'ai dit que vous étiez la Benjamine, mais pas tant que ça. Vous allez, non, mais par rapport, mais vous allez nous quitter surtout. Vous allez faire vos adieux. Vous pouvez peut-être nous dire ici quand et dans quoi, si c'est possible de Alors, le dire. dans quoi, je ne peux pas le dire, mais je peux vous dire quand. Le 15 octobre 2026. Eh bien, prenez vos places. Dépêchez-vous. Et Noé Soulier, alors vous allez être notre regard extérieur. Hein. Vous êtes danseur, vous êtes chorégraphe, vous n'avez pas fait l'opéra, mais vous avez fait le CNSM, Conservatoire National Supérieur, pendant 3 ans. Vous avez aussi été à l'école de Parts à Bruxelles. Vous êtes essentiellement contemporain. Vous avez travaillé pour beaucoup de compagnies, le NDT, le Netherlands Dance Theater, Trisha Brown, la compagnie Trisha Brown, le ballet de Lyon, le ballet de Lorraine, le Los Angeles Dance Project. Et surtout, vous avez fait pour l'opéra tout récemment, en tout cas pour le Junior Ballet, vous avez fait une création dans un lieu complètement inédite dans le désert d'Arabie Saoudite. Et ça, je vous conseille de regarder la petite vidéo que l'on peut voir sur Internet. Ça s'appelle Crossings. Et c'est merveilleux, franchement. Tout se fait dans le silence. Et donc, nous n'allons pas être silencieux, mais je vous propose, puisque quand on entre à l'opéra, en règle générale, enfin, pour certains, c'est par l'école de danse, quel que soit l'âge, finalement. Elisabeth Platel, est-ce que vous, ça peut être l'âge heureux qui vous a suscité cette vocation ou pas du tout? Alors curieusement, on n'avait pas la télévision dans ma famille, donc l'âge heureux, je ne l'ai pas vu, je l'ai découvert beaucoup plus tard. C'est un médecin qui a conseillé à mes parents de me faire de la danse parce que j'avais des jambes pas très droites et les pieds plats. Oui. Ça s'est beaucoup réglé après. Surtout les pieds plats. Et, non, ces images, elles sont très jolies parce qu'on voit Jean-Pierre Bonnefou, décédé récemment, Christiane Vlassy, Jacqueline Moreau, qui a été un professeur extraordinaire de l'école de danse, emblématique. Donc vraiment, après, il y a eu une réédition, donc je regarde toujours ces images avec beaucoup de tendresse. Alors on voit les petits rats qui courent, et c'est pas tellement différent encore maintenant à Nanterre. Absolument. Alors les petits rats, justement, hein, on cherche toujours à savoir d'où vient cette expression. J'ai retrouvé un texte qui est d'un certain monsieur Repochon, si je ne me trompe pas, et qui a été directeur de la danse, directeur de l'opéra, pardon, dans les années 1840. Et il écrit des choses terribles. Il écrit que les petits rats gigotent, clapotent, grignotent. Et ça n'est pas totalement bienveillant en réalité. Affectueux, mais pas très bienveillant. Parce qu'on dit qu'ils détruisent les costumes, qu'ils font du bruit, etc. Oui, puis qu'ils se nourrissent d'un quignon de pain. Voilà. Donc, je vous rassure, c'est plus du tout comme ça. Tout de même, le mot à la vie dure, hein, puisqu'on parle aussi encore de petits rats aujourd'hui. Est-ce que ça vous a agacé les uns les autres? Moi, ça m'agaçait quand on parlait de petits rats alors qu'on était déjà professionnels. Parce que les gens me disaient ah, mais t'es petit rat de l'opéra, alors que non, ça y est, j'étais déjà une vraie, entre guillemets, danseuse. Donc moi, ça m'a un peu agacée, oui. José? Pas vraiment. Moi, je suis arrivé à l'école de danse, j'avais déjà 18 ans. C'était la première année de Nanterre, donc je ne me suis pas reconnu dans cette chose de petit rat. J'ai découvert une école comment dire, à Nanterre qui était très confortable. Il y avait des magnifiques studios. J'ai visité les studios ici et j'ai vu comment c'était autrement, comme on voit
dans la série, voilà, toutes ces salles-là qui sont aujourd'hui devenues autre chose, mais qui gardent l'âme. Et des fois, quand on se balade dans les couloirs, justement les couloirs qui sont devant la classe C, On va en comme parler. on voyait, on retrouve l'âme de tout ce qui s'est passé avant. Alors vous retrouvez Elisabeth Platel, évidemment, ces studios dans lesquels vous avez travaillé la dernière année. Ah oui, bah évidemment. Et d'ailleurs, mon premier cours, je l'ai pris dans cette salle-là. Ah, vous voyez, C'était la classe B. je voulais quand même montrer une classe de garçons parce que dans l'âge heureux, on ne voit que des filles. Et d'ailleurs, vous voyez Patrick Dupont qui est au milieu, pas devant, mais devant c'est Olivier Patet peut-être. Pardon? Non, devant c'est Olivier Patet peut-être. Non, c'est pas Olivier Patet, Non. ils n'étaient pas dans la même classe. Ah, il était avant. Oui, Jean-Marie Didier en haut à gauche, derrière à gauche, hein, au Je fond. crois qu'il y a Jean-Claude Schiapara en deuxième ligne. D'accord. Et donc Patrick. Voilà. Après, c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on essaye de régler à l'école actuellement. On a un fonds d'archives énorme et on va commencer à identifier toutes les photos prises à cette époque-là. Et on va demander à tous nos professeurs encore présents à l'école d'identifier les différents noms. Dans quelle mesure c'était compliqué d'étudier au sein de l'Opéra Garnier? Alors vous étiez évidemment déjà grande, hein, vous aviez quoi, 17 ans à tout point de vue, mais il faut galoper, il faut courir, vous étiez dans les hauteurs de Garnier. Alors oui, en imaginant un petit peu cette rencontre, je voulais dire, il y a beaucoup d'escaliers à Garnier. Et pour les enfants de l'école de danse, il y a interdiction de prendre les ascenseurs. Donc la journée, elle commençait par grimper très très haut, avec les surveillantes, une devant, une derrière. Donc pour les filles qui venaient du conservatoire, où on était très indépendantes, il y a eu un moment de retour un peu à l'enfance qu'on a un petit peu contesté. Alors on passait par l'autre entrée, devant le gardien qui s'appelait Tonio, et on essayait de faire grande, déjà professionnelle. On s'est fait choper plusieurs fois. On s'est fait choper plusieurs fois. Et donc voilà, j'ai commencé par avoir des punitions. Par contre, ce qui était difficile, et c'est pour ça que je fais très très attention quand j'accueille des enfants dans des classes déjà en dernier niveau, c'était de venir du conservatoire. Parce qu'on avait cette étiquette, on n'était pas des vrais rats. Vous n'avez pas fait la totalité de la scolarité. Non, c'était curieux pour moi parce que je retrouvais mon professeur du conservatoire qui était Christiane Vossard, et j'ai vécu une année où je n'avais pas de légitimité. Vous avez ressenti ça aussi, vous, José, en arrivant en dernière année, dernier ou première en fait? Pas vraiment, parce qu'en fait c'était l'année du changement. C'est l'année où l'école est partie à Nanterre, donc c'était nouveau pour tout le monde. Moi, je venais avec une expérience différente, une formation, un background différent des autres élèves. J'avais fait un peu plus de contemporain, j'étais moins fort en classique. Mais finalement, c'était le début d'une nouvelle étape, donc je n'ai pas ressenti du tout ça. Alors, quand on est à l'école de danse, il y a quelque chose de Nanterre. Donc, en octobre 87, l'école est inaugurée grâce à Claude Bessy, quand même, qui s'est battu corps et âme pour obtenir ce terrain et construire ce lieu édifié par Christian de Porzampar, qui est aussi Noé Soulier, l'architecte de la Villette du conservatoire. Il y a quelque chose de commun quand même, on parlait de cet escalier. Il y a un bel escalier à Nanterre. Alors, oui. Est-ce que c'est une sorte, savez-vous si c'est une sorte de réminiscence des escaliers, peut-être de ce grand escalier, quelque part? Alors, ce que voulait Christian de Porzampar, c'était un bâtiment en mouvement. Donc, il a fait, il y a 3 bâtiments. Le bâtiment carré qui représente la scolarité, la structure assez académique. Le bâtiment qui est en onde, qui est le bâtiment de vie, avec l'internat et le restaurant. Et il voulait vraiment cette circulation autour de ce grand escalier, où il y a d'ailleurs, quand on est au 5e étage, il y a un endroit où on fait toutes les photos, où il y a un cœur. Si vous voyez en bas, ça fait comme une forme de cœur. Et surtout, tous les escaliers desservent les 4 studios de chaque étage. Donc c'est très très facile. C'est facile d'aller d'un studio à l'autre. Pour moi, c'est facile de regarder les cours par les grandes vitres. C'est un bâtiment qui est toujours lumineux, même quand il fait pas beau. C'est vraiment pas trop chaud l'été. Alors il est un peu chaud l'été, un peu froid l'hiver. Je vous prie de m'excuser, monsieur le directeur. Mais voilà, nous allons y travailler et nous allons bientôt fêter les 40 ans du bâtiment.
Absolument, 2027. 27. Dorothée, quel souvenir vous avez, vous, de ces années à Nanterre? Je sais que vous y avez été heureuse. Hein? Vous y avez été heureuse. Oui, j'y étais heureuse. C'est vrai que c'était tellement pratique d'avoir tout sur place, c'est-à-dire qu'on ne se fatiguait pas dans les trajets, dans les transports, tout était vraiment dans un lieu unique. Et je pense que c'est une grande chance pour les enfants de pouvoir se consacrer justement uniquement à la danse, aux études, et de ne pas avoir à penser au trajet, à aller quelque part, à se déplacer. Et dans ce sens-là, je pense que c'était vraiment très pratique. Après, l'environnement autour ne fait pas rêver quand même. Pardon, non, mais je suis honnête. Il fait un peu plus rêver maintenant. Ça a changé. Oui, ça a beaucoup changé. Mais c'était vraiment le désir de Claude Bessy d'éviter aux enfants d'avoir à porter des sacs avec les cahiers, les livres. Parce de que le scolarité. RER est au bout de l'allée de la danse. Voilà. Ça s'appelle. On a créé un quartier et c'était surtout pour avoir toute l'école ensemble. Quand je suis rentrée, moi, à l'école, j'étais en terminale scolaire. Donc, on avait le cours ici à 9h moins le quart. On n'avait qu'un seul cours par jour d'1h30. Et puis après, on était lâchés dans la nature. C'est incroyable quand on y pense par rapport à tout ce que vous offrez à Nanterre de cours premiers, qui est le classique, plus le contemporain, plus le jazz, plus le mime, plus... Noé Soulier, est-ce que vous, en étant élève au conservatoire, vous ziotiez un petit peu ce qui se passait à l'opéra, ou bien est-ce que c'est des deux mondes très différents? Je venais souvent voir des spectacles à l'opéra, en tout cas, mais pas à Nanterre, enfin ici bien sûr. C'est vrai qu'il y a deux identités différentes en fait quand même de ces deux institutions, qu'il y a aussi deux modes de fonctionnement assez différents. Il y a quelque chose de peut-être plus insulaire effectivement dans l'école de Nanterre. Après il y a cette qualité de l'enseignement qui est exceptionnelle. Effectivement, à la Villette, au conservatoire, on n'est pas en permanence. On est la moitié de la journée, en fait. Donc le reste, on va au lycée, on a une sorte de vie à côté, en fait. Donc c'est quelque chose de très différent. Alors je vous propose justement, vous parliez de la difficulté du transit qu'il y a ici pour travailler. Quand même, si on prend la chronologie des faits, quand vous arrivez le matin, vous passez devant la loge du concierge, je ne sais pas si elle s'appelle toujours ainsi, mais on dit quand même à la loge en bas, et ensuite vous allez dans votre loge, et c'est d'ailleurs amusant de voir que nous aussi, public, nous allons dans les loges de la salle. Et alors j'ai regardé l'étymologie de loge. En fait, au départ, c'est un petit cabanon. En fait, on joue. Moi, je pensais que c'était un espace plutôt grand, parce que quand on pense au loggia, on se dit que c'est une extension. Et en fait, au contraire, c'est un tout petit cabanon. En fait, on y parle ici surtout de surface. Mais vous avez des loges qui sont quand même plutôt grande, vous êtes favorisé, surtout quand vous êtes étoile. Comment s'attribuent ces loges et quelle symbolique ça a pour vous quand vous rentrez dans cet endroit qui est le vôtre finalement? C'était un privilège unique à l'Opéra de Paris de bénéficier d'une loge seule. Personnelle. C'est très très important pour la concentration, pour notre vie aussi. C'est un cocon. Alors il se trouve que Dorothée a ma loge. Oui. Ben voilà. Voilà. Et à mon époque, la loge alors à mon époque, on se la passait d'étoile à étoile. Moi, j'ai pris celle de Nanon Thibon, qui était avant celle de Josette Amiel. Et après, ça a été Claire-Marie Osta, puis Isabelle Sierravola. Donc, le déménagement de la loge, c'est quelque chose qui signifie vraiment notre départ. C'est douloureux. Oui, alors finalement. Moi, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on m'a dit il faut que tu prennes la loge de Nanon Thibon, je l'ai appelée parce que je la respectais énormément et elle était encore danseuse étoile, mais accidentée. Donc, elle m'a dit écoute, tu restes dans mes meubles, puis un jour, on va la déménager ensemble. Et on l'a fait un dimanche, très discrètement, à 10h le matin, un petit peu comme aujourd'hui. Et j'ai pris possession de cette loge. Et ça s'est passé aussi joliment avec Claire-Marie Osta. Donc, c'est important. Après, ça se passe différemment pour chacun. Mais ces loges, moi je sais que quand je repasse au 2e étage, je dis ça c'était la loge de Manuel Legris. Ça,
Il y a par exemple celle qu'a eu Jean-Yves Lormeau, c'était celle de Cyril Atanasoff. Alors aussi les petites histoires. Pourquoi y a-t-il des garçons du côté des filles et J'allais pourquoi vous il y a des dire, filles du côté des garçons? Pourquoi les filles? Je ne sais pas si je peux le dire ici. Allez-y, allez-y. Ça vient de C'est non l'époque mixte, de incroyable. Attilio Labis et Christiane Vlassy qui voulaient avoir une loge l'un à côté de l'autre. Donc Christiane Vlassy a émigré vers le côté des garçons et Attilio Labis et Cyril Atanasoff est allé du côté des filles. Parce que dans les théâtres anciens, il y avait un côté fille et un côté garçon qui est très respecté au Bolchoï. C'est une question, c'est pour l'habillement, a priori. C'est parce qu'en fait, Ah, voilà, il y a quand même une que ça raison soit logique. artistique. C'est par rapport au costume. Donc l'habillement, ceux qui se chargent des hommes sont d'un côté, étaient d'un côté, et par rapport aux danseuses de l'autre. Ouais. Maintenant, c'est très mélangé. Ah, vous pouvez être côte à côte, garçon-fille. Alors, dans notre couloir, enfin, je dis notre, Couloir, parce qu'il n'y a que des filles, mais en effet, du côté, vers le milieu, c'est là où ça se mélange un peu. Il y a des filles, il y a des filles et puis des garçons. Et puis par contre, j'ai l'impression que De l'autre côté aussi. Ouais. côté court, c'est plus des garçons. Donc il y a quoi? Ça a évolué. Non, c'est complètement ouvert. La loge que j'avais, c'est Valentine Colassante, Ah, qui en l'a effet. prise après Karl Paquette. Donc c'est vrai que ça évolue. Est-ce que ça joue, cette notion de transmission? Vous disiez, Elisabeth Platel, que c'était important de prendre celle de Nanon Thibon. Est-ce qu'il y a une âme particulière dans une loge ou bien finalement c'est comme quand on loue un appartement, on ne sait pas qui habitait avant dedans? Je crois que c'est presque une marche initiatique d'entrer dans sa loge d'étoiles et de la quitter aussi. Après, moi j'aurais aimé, mais bon, elle était encore en activité, j'aurais aimé avoir celle de Guylaine Tesmar qui était ma petite mère. Mais on était voisines, donc on allait dans la loge de l'une et de l'autre. Par contre, je l'ai accueillie quand elle a été professeure et qu'elle n'avait pas de loge. Elle venait s'habiller dans ma loge. Donc elle se souvenait de sa propre carrière. C'est assez joli Oui. et nostalgique. C'est avec ses teckels. Ah, les chiens. A-t-on encore un petit chien à l'opéra, José? Peut-on venir avec son petit chien à l'opéra comme... Alors ça, c'est une question complexe. Normalement, non. Il y a eu mais une des petits période, hein, chiens quand qui même. circulent, voilà. Normalement, non, mais il y a des petits chiens qui circulent. Il fut un temps où il y en a eu beaucoup. Absolument, dans les années 2000, hein, un peu votre génération, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de petits chiens. Comment on aménage sa loge? Est-ce que c'est... bon, j'imagine qu'il y a ceux et celles qui emplissent pour s'occuper l'esprit, ceux au contraire qui sont extrêmement sobres et qui évitent toute déconcentration. Comment avez-vous fait tous les trois? Avant mon époque, c'était plutôt des boudoirs avec des volants à la tablette. Enfin, et puis je pense que maintenant, c'est devenu beaucoup plus fonctionnel parce qu'on y met absolument tous les chaussons, des tutus, de répétitions. On a eu aussi beaucoup d'améliorations parce que quand je suis arrivée dans ma loge, il n'y avait pas de douche. Donc maintenant, on a des douches individuelles, ce qui quand même est un confort qui est agréable. Et un frigidaire et une petite... Oui, le frigidaire, moi, j'y mets mes chaussons. Pourquoi mettons des chaussons dans un frigidaire, Elisabeth? Eh bien, j'ai découvert dans un théâtre qui n'était pas chauffé la nuit que mes chaussons avaient redurci pendant la nuit et que je pouvais les réutiliser économiquement. Ah, et c'est donc, écolo, en fait. c'est très écolo. Donc, j'avais des chaussons plein mon frigidaire. Bon, José, il faut que vous mettiez des frigidaires chez toutes les filles. J'avais pas de frigidaire et j'avais pas de pointe à mettre dedans. Oui. Mais non, Ah, pour certains rôles, hein, cela dit, vous avez pu en avoir sur besoin. pointe, mais moi j'ai gardé la même paire de pointes pendant 6 ans. Donc parce que c'était très ponctuel, donc j'avais pas besoin. C'était de dans frigidaire pour Cendrillon, ça. hein, Cendrillon Nourieff. Oui, tout à fait. Moi, ma loge, c'était un endroit. Donc c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps. Donc c'était important d'avoir un endroit, un petit lit pour me reposer, faire la sieste avant le spectacle. Que ça soit pratique pour me maquiller. Et puis en fait, on accumule plein de photos, des souvenirs des ballets qu'on danse, des chorégraphes avec qui ça s'est bien passé, des belles. Donc ça fait un peu une mémoire et je pense que c'est pour ça que le moment de quitter sa loge est un moment important parce que donc c'est le moment où on arrête de danser à l'opéra et à la fois on amène toute sa mémoire avec soi. Donc c'est pour ça que cette façon de passer la loge de quelqu'un à quelqu'un d'autre est importante, parce qu'on a l'impression, là il y a 2 jours, je suis passé voir Valentine dans sa loge, puisqu'on avait à échanger sur différents sujets, et en fait je me suis rendu compte qu'elle était dans mon ancienne loge, qu'elle avait aménagé avec des espaliers pour travailler, que c'était aménagé différemment, mais ça m'a fait quelque chose de rentrer, puisqu'en fait il y a toute une partie
de mon histoire en tant que danseur à l'opéra qui est là. Et Dorothée, vous, à quoi ressemble votre loge? Moi, elle est très zen. Moi, j'aime bien ne pas avoir de distraction pour pouvoir me concentrer. Donc, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de... Je garde tout ça dans des boîtes. Pourtant, vous avez un mari photographe Oui. qui a beaucoup photographié la danse, et donc vous aussi. Bon, j'ai une photo de lui quand même dans ma loge, mais oui, non, j'aime que ce soit assez neutre pour pouvoir justement laisser vaguer mon imagination et surtout, je trouve que c'est reposant. Enfin, moi, ça me repose de ne pas avoir trop d'informations affichées partout. Donc, il y a plein de pointes partout sur les étagères. Et puis, mais c'est vrai qu'on a une grande chance d'avoir d'aussi grandes loges et puis d'avoir... c'est comme un petit appartement, en fait. Vraiment, Alors, sur les pointes notamment, c'est un aparté, mais vous utilisez combien de pointes par mois, Dorothée, en ce moment? Pas tant que ça, parce que j'aime bien danser sur des pointes qui sont déjà cassées et déjà molles. D'abord parce qu'elles font moins de bruit, et ensuite parce que ça permet de mieux dérouler les descentes de pointe et les montées de pointe. Donc les pointes que j'ai utilisées pour Gisèle, par exemple, je les ai utilisées pour La Belle au Bois dormant aussi. Et là, je les utilise pour les répétitions. Sur l'intégralité de La Belle et l'intégralité de Gisèle. Ouais. Bah oui, parce que vous êtes économe, hein, c'est bien. La Belle, il faut quand même une plateforme parce qu'il y a plein d'équilibres et de choses techniques à faire. Par contre, Gisèle, j'aime bien avoir vraiment des chaussons mous parce qu'il y a pas mal de sauts et je déteste quand ça fait du bruit, surtout dans l'acte 2 où on est censé être un fantôme complètement irréel. Donc voilà. Et puis là, je les réutilise pour les répétitions de Trisha parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur pointe. Donc oui. Alors, il y a toute une sémantique que je trouve intéressante autour de l'opéra. Il y a des mots qui tiennent, d'ailleurs, qui correspondent à la loge, c'est les feux. Vous pouvez nous... Est-ce qu'on dit encore, d'ailleurs, on emploie encore le mot de feu pour les cachets Oui, tout à fait. Oui. Vous pouvez nous expliquer peut-être ce que c'est qu'un feu et pourquoi on emploie ce vocabulaire ici, notamment? Un feu, c'est un spectacle. Nous, les danseurs étoiles, on a un contrat particulier et au bout d'un certain nombre de spectacles, quand on dépasse le nombre du contrat, on est payé en feu. Voilà, en plus. Chaque spectacle est un feu. C'est une prime, en fait, par rapport au fait de danser dans beaucoup de spectacles, beaucoup de représentations. Mais je disais ça en fait parce que le feu, au départ, hein, c'était au 19e le mot que l'on employait parce que lorsqu'on avait spectacle, eh bien, il fallait chauffer sa loge, il fallait chauffer aussi la chandelle de la billeuse. Et donc, le danseur ou la danseuse avait des frais, et ces frais de bois, c'était le feu. En fait, c'est là d'où ça vient. Alors, quand vous sortez de la loge, vous allez travailler et c'est interminable ici, dans ce bâtiment. On ne fait que marcher, marcher, marcher. Vous disiez, Elisabeth, que c'était le cas quand vous étiez petit rat. C'est toujours le cas, finalement, pour vous. Et alors, du coup, j'ai demandé à un danseur de l'opéra de se filmer en train de quitter sa loge. Andrea Sari est premier danseur. Et vous allez voir... comment s'appelle-t-il? Lorenzo Lelli. Lorenzo Lelli, merci. C'est Lorenzo Lelli qui a filmé Andrea Sari en train d'essayer d'aller de sa loge à la rotonde Zambelli, qui est vraiment tout en haut, et vous allez voir, on a accéléré quand même le mouvement, et c'est assez drôle parce que le monteur qui a réalisé tous ces petits montages pour nous ce matin a vraiment fait un excellent travail, vous allez voir.
Vous avez vu, il est en mesure. Hein. Alors, ça fait 3 minutes 30, la vidéo tout incluse. Ça fait 3 minutes 30 quand on connaît le chemin. Quand on Il y connaît a le des chemin. Moi, je me rappelle C'est en vrai. arrivant dans le vous corps vous de êtes ballet, perdu. comme j'avais pas été à l'école, donc j'avais été 1 an à Nanterre, en rentrant dans la compagnie, j'ai été obligé de venir plus tôt, m'échanger et attendre que quelqu'un dans la loge puisse m'amener ou m'accompagner jusqu'au studio. Mais il y a des raccourcis. Voilà. Il y a des raccourcis. Alors Chauvirey, parce que c'est la rotonde Chauvirey. Hein, c'est Pardon, pas la pardon, rotonde hein, c'est Zambelli. les deux extraits. C'est une rotonde qui a été construite l'année 75-76. Quand vous arrivez. Quand j'étais en première division, le premier cours qui a été donné, c'était un cours de première division filles. Alors, est-ce que vous pourriez juste nous dire comment s'appellent ces couloirs, parce qu'ils portent tous un nom? Le couloir des 100 mètres. Le couloir des 100 mètres, c'est le premier. Non, c'est le deuxième, là où il y a le ping-pong. Non. Oui, il y a le ping-pong, ping-pong. C'est la le suite ping-pong, du couloir c'est des celui 100 de- mètres. C'est le couloir des 100 mètres, oui. Mm. Il dessert Zambelli avant. Là où il y a la table de ping-pong, il y a Zambelli. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez vu qu'à un moment donné, le chemin est arrondi. Et en fait, il s'agit du contournement du lustre. Hein? Oui, oui, tout à fait. Et c'est Finalement. l'étage du ce qu'on appelait le patinage. Et Voilà. c'est l'étage des studios de l'école de danse. Qu'est-ce qu'on a dans la tête lorsqu'on doit marcher comme ça? C'est un peu initiatique quand même d'aller monter dans les studios. C'est étroit, on ne peut pas tellement tailler une bavette avec les danseurs à côté quand les escaliers sont pas, les couloirs sont pas si larges. Alors, c'est assez joli parce que justement, vous nous aviez demandé un peu de savoir quels étaient les lieux qu'on aimait. Je me suis retrouvée en plein mois d'août, le jour de l'enterrement de Christiane Vossard, à refaire tous les chemins dans les couloirs parce que j'avais envie de la retrouver. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire ses pas dans ces couloirs sans penser à tous ceux qui nous ont précédés. Et c'est comme, par exemple, poser une main à la barre, être à Zambelli, à la rotonde Zambelli, et poser la main à la barre à certaines places. On sait, on a vu des photos de Serge Liffard, on a vu des photos de Cyril Atanasoff, on a vu des photos de plein de danseurs étoiles. Vous aviez montré la photo de cette école de danse extraordinaire avec les tutus assez choucroutés. Obligatoirement, ça sent ces personnes-là et on sait qu'on n'est qu'une étape dans la vie de ce théâtre, dans la vie de ces studios. Vous êtes de passage. On est de passage. Se dire que dans la rotonde Zambelli, à l'époque, Georges Balanchine a créé le Palais de Cristal. D'ailleurs, on se demande comment tous les danseurs pouvaient tenir dans ce On studio, va en parler. puisqu'à l'époque, il n'y avait même pas... alors maintenant, c'est la rotonde Petit Pas, Petit Pas. mais avant, il y avait la salle Bayot qui a été construite lorsque le lustre a pu... enfin, il y a eu toute une construction dans les Lorsque années le lustre 50. est devenu électrique, finalement, parce qu'au départ, Oui, enfin, il est c'était au devenu gaz. électrique avant 1950 quand même. Mm. Mais moi, j'ai connu la salle Bayot où on montait le lustre par la trappe pour pouvoir changer les ampoules. Or, maintenant, le lustre descend dans la salle. C'est assez impressionnant. Et c'est ça qui a permis la construction des 3 studios demandés par Rudolf Nureyev à son arrivée en 83, puisque pendant 2 ans, 83 à 85, on n'a pas travaillé à Garnier, on a travaillé à Berthier. Et Nureyev disait d'ailleurs que c'était bien à Berthier parce qu'il pouvait vous contrôler, vous surveiller tellement c'était grand. Il y a surtout, c'est qu'on n'avait rien d'autre à faire. On ne pouvait que travailler. Noé Soulier, avec votre regard extérieur, on en a parlé hier soir quand on a préparé un petit peu. Qu'est-ce que vous voyez de cette maison très labyrinthique? C'est vrai que, alors pour le coup, quand on vient, moi je suis venu pour répéter. Vous avez travaillé ici, hein, avec quand le même. Junior Ballet, là on se perd vraiment, enfin ou plutôt on est totalement dépendant de la personne qui nous amène d'un endroit à un autre. Donc on a vraiment l'impression de pénétrer dans un microcosme qui nous échappe. Et aussi, il y a une chose qui m'échappe, c'est qu'il n'y a aucune indication. Il y a toutes ces portes et personne n'a jamais dit... Il y a juste marqué défense de fumée, en gros. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu... on a l'impression d'entrer dans un endroit d'initié. C'est ça qui est... C'est-à-dire qu'effectivement, il faut vivre là pour pouvoir s'y repérer. Et c'est ça qui est assez émouvant, c'est que quand on ne vit pas dedans, on sent qu'on pénètre dans une autre entité, quoi, dans un sens. Alors il y a quelque chose de très... D'ailleurs, pourquoi n'est-ce pas indiqué?
Est-ce que c'est justement Je pense que une sorte c'est de- parce que tout le monde connaît les chemins. En fait, voilà. Alors, quand il y a une compagnie invitée qui vient, Oui, c'est alors les vrai pauvres. il y a un fléchage. En fait, s'ils vont à la rotonde Zambelli, on indique Zambelli pour qu'ils sachent où ils doivent aller. Mais en fait, ça disparaît par la suite. C'est Et le fantôme de l'opéra peut-être qui garde. Et ce qui est très, très curieux, c'est que lorsque l'école s'est installée à Nanterre, tout le monde a crié au scandale et que les rats quittaient le navire. Les enfants se retrouvent tout de suite. Mm. La Ça, c'est vrai première que c'est démonstration, simple à on les conduit dans un Mm. studio, ils ne sont jamais perdus. Ils vont même découvrir plein d'endroits que peut-être même nous, on ne connaît pas. Alors justement, une fois que vous êtes arrivé dans un studio, ce qui est frappant aussi, vous l'abordiez tout à l'heure, c'est que ces studios ne semblent, a priori, mais vous allez nous le dire, pas du tout fonctionnels. Les rotondes Zambelli et Chauviré sont toutes petites, elles sont circulaires. Or, le plateau n'est pas circulaire, il est bien carré ou non rectangulaire peut-être. Ça n'est pas circulaire. Tous les studios ne sont pas en pente, sauf erreur. Et vous avez des grands studios, vous avez des petits studios. On a vu le cours des garçons, c'est un studio rectangulaire. Donc comment on fait avec ça, José ou Elisabeth? En fait, il y a, comment dire, dans les studios plus petits, dans les studios rectangulaires ou même classés, c'est une salle très petite qui correspondait aux petits de l'école de danse, peut-être à l'époque. C'est là où on commence à apprendre les chorégraphies, où on travaille avec des duos, des choses avec peu de monde. Je pense qu'à un moment donné, quand l'école est partie et avec le fait qu'il y avait de plus en plus de distribution, donc plus de ballets qui se répétaient en même temps, il fallait travailler dans plus de salles en même temps. Et donc, on a dû s'adapter, adapter le planning. Et donc, le fait d'avoir la salle Petit Pas, l'IFAR et Nourayev, 3 salles qui sont grandes, c'est là où on répète les parties d'ensemble avec tout le monde. Et finalement, les solistes. Et donc, quand on est en train d'apprendre le ballet, on n'a pas besoin de le filer, on fait ça dans des plus petites salles. Cela dit, moi je me souviens de vous avoir vu répéter Les Enfants du Paradis à Zambelli ou Chauviré, je ne sais plus laquelle des deux, et il y avait beaucoup de danseurs, et vous faisiez avec. Oui, mais en fait, par rapport aux Enfants du Paradis, comme la scénographie, il y a des éléments mobiles qui prennent pas mal d'espace sur scène. Finalement, ce qui importe, c'est l'espace qui est libre pour danser. Donc, c'était adapté à ce moment-là. Donc ça veut dire que vous-même, hein, quand vous répétez, vous devez extrapoler entre ce que vous faites en studio et ce que ça va être sur scène. Il y a un travail en amont à faire pour optimiser le temps et l'espace qu'on a avec le Junior Ballet qui sont en tournée, En plus, qui oui. vont aller visiter des théâtres plus petits en France pour aller dans des villes qui n'ont pas des grands théâtres. Finalement, ils doivent s'adapter à chaque fois au nouvel espace. Donc finalement, de changer de studio, ça nous met, comment dire, en jambe. On pratique ce qui va se passer dans la vie réelle quand on va en tournée. Dorothée, ces changements de studio, peut-être leur côté pas toujours pratique. On s'adapte. Hein. Ce qui est surtout d'important, j'ai envie de dire, c'est la pente ou le plat. Ça va être vraiment très important parce que quand on travaille un ballet qu'on va danser à Garnier, on a besoin de répéter sur la pente parce que l'équilibre n'est pas le même. Donc il faut vraiment s'adapter si c'est Bastille ou si c'est Garnier. Donc je pense que c'est ça le plus important. Après, en effet, l'espace compte, c'est-à-dire quand on est à Chauviré et qu'en plus on danse avec des grands danseurs comme Hugo Marchand ou Guillaume Diop, ils font 2 glissades branjetées, ils sont déjà dans le ça y est. mur. Mais donc on essaye de s'adapter à l'espace en sachant que sur scène on aura plus d'espace pour s'exprimer et finalement c'est presque plus facile De danser petit pour après de danser grand. C'est plus facile de danser grand, donc quand on doit se restreindre et danser petit, c'est plus difficile. Donc finalement c'est mieux parce qu'on s'entraîne sur le plus dur et après on va vers le plus simple. Noé Soulier, vous rigolez? Non, mais je trouvais ça assez beau, cette idée que, comme ça, intuitivement, on pourrait se dire que c'est très dur de parcourir plus d'espace, et l'idée que ça demande plus de contrôle, en fait, dans ces petits, je trouve ça une belle idée. Après, c'est vrai que pour avoir quand on travaille dans, par exemple, je sais pas, quand j'ai travaillé avec le NDT, c'était dans des le lieu a été conçu pour ça, il est récent. Donc on a une enfilade de très grands studios modernes, conçus pour répéter. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau ici dans le fait que finalement les studios sont venus se glisser dans les interstices du bâtiment, là où était le lustre. Je ne savais pas cette histoire-là, d'ailleurs, c'est assez beau.
Mais il y a des moments de grâce, parce qu'il y a aussi ces fenêtres avec ces lyres quand même. Et je me souviens qu'une fois, on répétait, puis il y a le soleil qui s'est couché, il y avait les ombres comme ça. Vous l'avez dû le voir beaucoup de fois, mais pour moi, c'était incroyable. Il y avait les ombres des lyres qui se déplaçaient dans le studio pendant la répétition. Ça, on ne peut pas le voir, et on peut le voir qu'ici, quoi. Est-ce qu'on se laisse distraire par la vue? Et c'est vrai que dans ces rotondes-là, on a une vue sur Paris magnifique. Donc, Moi, j'ai envie de dire que quand on est justement à l'IFAR Nourieff, les studios où il y a les lyres, quand on danse au sol, on ne voit pas la vue. Mais dès qu'on fait un porté avec un partenaire, on passe au-dessus et on voit la vue de Paris. Et j'avoue que je prends un petit plaisir quand je suis en haut à regarder la vue et la Tour Eiffel. alors après, vous redescendez. On descend. C'est drôle parce qu'on dit qu'on monte sur scène et vous descendez sur scène finalement. Ce plateau, est-ce que Garnier, on a fait un bon plateau pour la danse? Extraordinaire. Vraiment. Extraordinaire. Très impressionnant. Même encore maintenant, chaque fois que j'arrive avant la première répétition de l'école, j'ai un pincement au cœur parce que je me dis mais c'est immense. Et c'est justement encore ce rapport à l'espace qui est très curieux. On se sent enveloppé. Tout de suite, on a la sensation du centre. On sait où est le point milieu. Et de là, on va calculer tous les parcours. Les placements se font pas si difficilement que ça. Parce qu'on a une conscience vraiment de ce lieu. On est très équilibré avec la salle. Enfin voilà, c'est un lieu extraordinaire. Les coulisses sont chaleureuses, il y a de la place. Elles sont petites pourtant quand même. Les dégagements sont oui, pas... elles sont beaucoup plus petites que celles de Bastille, mais Oui. ce sont des coulisses. C'est pas des dégagements, ce sont des coulisses où pas la même chose. on est proche aussi de la scène. On sent. Puis vous savez, c'est un théâtre où on sent ce qui se passe sur scène tout le temps, partout. Dans les couloirs, vous sentez ce qui se passe sur scène. C'est-à-dire qu'on a des retours aussi, on entend. On a des retours, mais on a aussi des retours sonores dans les loges. On sent qu'il y a une activité. Enfin, de toute façon, c'est un plateau sublime. Voilà. José, le plateau. Je suis d'accord, c'est quelque chose quand le spectacle se termine et qu'on est en train de discuter avec les danseurs derrière le plateau et que d'un coup le public est parti, le rideau s'ouvre et on découvre la salle derrière pendant qu'on est en train de parler. Et pourtant, c'est avec des danseurs qui sont tout le temps là et qui dansent pendant des années. Il y a quelque chose qui se passe et de voir la salle en face, la salle allumée, c'est vraiment impressionnant. Dorothée aussi, vous aimez ce plateau? J'adore, c'est vraiment un endroit magique. J'ai envie de dire que c'est vraiment comme un petit cocon. On se sent comme dans un écrin, entouré de partout. Je pense que c'est aussi les théâtrales italiennes qui font ça, le fait que le public soit vraiment pratiquement sur scène, sur les bords. On a cette proximité avec le public, le fait que la fosse n'est pas si grande que ça non plus. On ressent vraiment le public et c'est chaleureux et important pour nous parce qu'on danse quand même pour le public. Et c'est ce qui manque, je trouve, à Bastille. Après, il y a la difficulté de la pente. Oui. C'est-à-dire qu'il faut remonter la pente quand on fait un manège, il faut la redescendre. Donc ça, c'est complexe. C'est plus compliqué que d'être à plat. Pourquoi c'est plus physique d'être à plat, c'est Oui. plus physique. Il faut s'habituer au niveau de l'équilibre pour tout ce qui est tour, pirouette. Et puis, oui, j'imagine les promenades sur pointe, tout ce qui est adage à la rose à Garnier, ça va être bien plus compliqué que l'adage à la rose à Bastille. Donc en fait, c'est vrai que quand on a ouvert l'Opéra Bastille, pour les grands ballets classiques, pour les grandes productions, c'est un théâtre qui est très confortable par rapport à l'espace sur les côtés, par rapport au fait qu'il n'y a pas de pente. C'est du coup différent, parce qu'on dirait Garnier est plus impressionnant, mais il y a des petites contraintes. Sur la salle, Noé Soulier, on en parlait tous les deux hier. C'est intéressant votre regard sur la géométrie et sur la géométrie du mouvement et ce que l'on peut créer dans un théâtre à l'italienne comparé à un théâtre frontal. En tout cas, je trouve que ce que vous disiez sur le fait qu'il y ait un côté cocon ou intime, je trouve qu'on le ressent aussi vraiment du côté public, où c'est quand même une jauge importante, mais on se sent incroyablement prêt. Il y a aussi quelque chose de chaleureux, même dans les matières, là, ce velours rouge, le côté doré. Il y a quelque chose où on se sent en communion, où il y a une forme d'intimité avec ce qui se passe sur scène qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Et puis, alors je pense que ça, ce serait une question plus à vous poser, mais quand on parlait hier, je trouve qu'il y a cette chose très, très belle dans la danse classique de l'épaulement et du type d'adresse au public. Et c'est vrai que ça rejoint aussi un peu ce que tu disais, Dorothée, qu'il y a des spectateurs qui sont presque sur le côté, il y a des spectateurs qui sont très hauts, il y en a d'autres qui sont très bas. Et je trouve qu'il y a une sorte de pluralité de points de vue qui se rejoue aussi dans la diversité des adresses, en fait, des modes d'adresse que vont avoir les interprètes et dans la manière dont ils vont intégrer et finalement, sur différents pas, sur différents moments, aller viser en fait différents points du public. C'est pas un public, c'est pas un seul public, c'est pas une seule masse finalement. On a une pluralité, et c'est comme une sorte de demi-sphère en fait de points de vue possibles. Et là, je trouve qu'il y a parfois une finesse d'interprétation et aussi dans le vocabulaire classique lui-même, dans les croisés, les écartés, les effacés, etc. Il y a quelque chose d'assez jubilatoire, je trouve, dans cette géométrie adressée au public, en fait. Donc vous, si vous deviez créer un ballet, d'ailleurs José aussi, Les Enfants du Paradis, est-ce que vous l'auriez fait différemment si c'était pour Bastille? Au-delà même de la surface du plateau, par exemple. Bien sûr. Bien sûr, dans Les Enfants du Paradis, j'ai utilisé la scène, mais j'ai utilisé les espaces publics. Il y avait les loges des côtés, faisaient partie de la mise en scène, en fait. En travaillant avec Ezio Toffolucci qui avait dessiné les décors, il m'a dit, puisqu'on joue on fait le théâtre dans le théâtre, on a un écran magnifique, il faut utiliser le Palais Garnier comme si c'était le décor du ballet. Donc en fait, on l'a fait en tournée au Japon. Quelques années après, il a fallu faire toute une adaptation de toutes les parties où il y avait des interactions avec le public et qui se passaient en dehors de la scène, parce que ça avait été créé pour le Palais Garnier. Est-ce que du coup, vous parliez quand même de ce côté impressionnant, quand vous programmez, José, est-ce que vous convainquez facilement des chorégraphes? Je pense à ce que disait Alexander Neff hier en disant que c'est pas si facile de faire des créations, de commander des créations lyriques, parce que les compositeurs sont un petit peu happés par la force du lieu et puis aussi parce que le public peut-être répond moins. Mais vous, José, est-ce que les chorégraphes accourent ou en tous les cas répondent favorablement quand vous les démarchez en leur disant voilà, Garnier est à toi? Alors, il y a une chose pour les chorégraphes, c'est aussi la rencontre avec les danseurs et avec le ballet de l'Opéra de Paris. Mais si on s'en tient à l'architecture. En fait, il y a les personnes avec qui ils vont travailler et il y a le lieu. Et très souvent, les chorégraphes préfèrent pour la première fois nous donner une œuvre, une pièce qu'ils ont déjà créée pour rencontrer les danseurs, rencontrer le lieu et se sentir, un peu plus chez eux. Et souvent, c'est ce qui se passe. En fait, on fait une première entrée au répertoire d'une œuvre existante et dans un deuxième temps, ils osent se lancer dans une création. Alors, on va voir comment ce théâtre inspire justement les chorégraphes. Mais je voulais juste vous montrer, là encore, une petite vidéo inédite qui est l'art pour vous, surtout, mesdames, d'utiliser les dessous. Et vous allez voir, c'est Myriam Ould-Braham. Attention, ça va très vite et lentement à la fois. Voilà, qu'est-ce que vous inspire ce moment très fort et puis en même temps, il faut être très concentré pour bien se placer. On a un régisseur en coulisses qui la recule à droite, à gauche. Et puis, il y a aussi le partenaire quand il recule et qui avec la main, dirige. C'est, pour essayer de nous montrer le chemin. Vous aider. Donc, en effet, ce passage-là, c'est un passage initiatique. Hein. Vraiment. Enfin, c'est-à-dire, on ressent vraiment l'avant, l'après. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, comme une naissance et une mort. Enfin, c'est vraiment. Et puis, alors, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'avant qu'on entre, il y a le fameux passage des éléphants. Je sais pas si. Allez-y, les éléphants. Alors, parce qu'alors là, dans Gisèle, c'est quand tout le corps de ballet est en arabesque comme ça, et ils avancent tous en même temps.
Et donc, en effet, ça fait quand même pas mal de bruit. Et alors nous, à ce moment-là, on est sous le plateau. Et ça fait un boucan d'enfer. Et donc, c'est vraiment le signal que notre entrée va bientôt arriver. Et là, vous parlez de l'entrée, de la montée. Oui, la montée. Pour le coup. Hein. Oui, pas la descente, pas la Oui. fin. La fin, c'est très calme. Il n'y a plus personne. Donc, c'est une vraie mort. Myriam Oulbraham, que j'ai appelée pour lui demander l'autorisation que l'on regarde cette vidéo, me disait que la montée était beaucoup plus stressante que la descente. Parce que d'abord, oui, en effet, la première entrée est assez stressante parce qu'on a quand même pas dansé depuis un moment, dans le sens où à partir de la variation de l'acte 1, après on a la folie, mais c'est que de la pantomime, on danse presque plus. Il y a l'entracte, il y a tout le passage de Myrtha, il y a tout le début des Willis, et on arrive en faisant des sauts. Donc c'est assez stressant et il faut surtout être chaud quand même. Donc, Et vous décidez pas quand vous rentrez en scène. Et non. En fait, elles sont dans le tube. Oui. Et donc, c'est la technique. Au bout d'un moment, ça monte et elles se retrouvent sur scène. C'est ça. Et puis, il y a aussi quand même le petit stress de se dire, est-ce que ça va fonctionner ? Justement, dans cette et je crois le stress du voile aussi, hein, parce que vous portez... Et le stress un peu du voile aussi. Parce que le voile, expliquez, hein, le voile, quelqu'un l'arrache en coulisses, mais encore faut-il qu'il monte avec vous. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, souvent, il y a comme beaucoup d'élan, donc il y a toujours des... c'est comme une baffe un peu quand le voile part parce que ça nous gifle en passant. Donc bon, c'est pas vraiment le moment le plus agréable du ballet, j'avoue. Elisabeth, des souvenirs de ces moments forts? Déjà, moi, je suis jamais descendue en ascenseur. À l'époque, il n'y avait pas de... Mais comment vous faisiez? Non, on était juste la trappe, on n'était pas protégés. Non, moi j'ai une histoire assez amusante sur Gisèle, justement, sur cette trappe. Alors les trappes, je les ai connues avec la sylphide. Hein. Il y a surtout une trappe où on doit courir très 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 vite pour revenir prendre l'anneau de James. Mais pour Gisèle, le premier Gisèle que j'ai fait à l'opéra avec Nicolas Le Riche, on avait dansé auparavant en Chine, où il n'y avait pas de trappe. Donc Gisèle sortait par la coulisse. Et alors heureusement, c'était une pré-générale. Donc Nicolas, on fait tout le deuxième acte. Et au moment où je disparais, il s'aperçoit qu'il avait posé les fleurs sur la trappe et que donc il n'avait plus aucune fleur pour la fin. Et il me dit juste, est-ce que tu peux me redonner les fleurs? Donc j'ai redonné les fleurs. J'ai une photo. Donc Gisèle était encore vivante. Et ça, c'est bizarre. Bon, c'était une pré-générale. Mais de toute façon, dès qu'il y a de la machinerie, un jour peut-être j'écrirai tout ce qui nous est arrivé dans la sylphide, où vraiment là c'est Allez-y, dites-nous quelques... Oh là là, non, ça serait beaucoup trop long. Il faudrait une rencontre totale. Mais c'est vraiment toujours un peu angoissant parce que on ne décide pas à la fenêtre. Moi, je me suis retrouvée, ils ont ouvert la fenêtre, ils ont refermé la fenêtre. Ah, j'étais pas passée. Embêtant. Ou alors il y a le plan incliné. Enfin, non, la sylphide, c'est... Dans Gisèle, dans cette dernière série, Anna O'Neill attendait pour monter et voyait la musique passer et ça montait pas. À un moment donné, elle a dû prendre la décision d'ouvrir donc l'ascenseur, de commencer à courir et remonter parce qu'elle arrivait trop tard pour son entrée. En fait, il y avait une panne et l'ascenseur montait pas. Donc le moment où elle est concentrée, elle sait qu'elle va arriver sur scène grâce à l'ascenseur, de voir que la musique arrive et que ça monte pas, je sais pas, je l'ai pas vécu. Non, mais c'est-à-dire qu'on aime bien que tout soit prévu, et c'est pour ça qu'il y a des répétitions, et c'est pour ça qu'on s'entraîne pendant un mois pour avoir une sorte de rituel entre les parties. C'est-à-dire que quand on sort de scène, on va savoir ce qu'on va faire, si on va s'asseoir, si on va boire, si on va faire ceci ou cela. On prévoit quand même pas mal de choses dans un ballet, notamment dans les premiers filages en scène, quand on change les costumes, on prévoit les moments où on se repose, etc. Donc en effet, de se dire que plutôt que de juste être en pointé et ça monte, de devoir courir dans les sous-sols, courir sur les marches, courir dans les coulisses pour arriver déjà essoufflé pour cette première entrée, c'est vraiment pas sympa. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je vous propose justement d'enchaîner avec tous ces chorégraphes qui ont été inspirés par les lieux, avec 2 petits instantanés rapides.
Alors c'est vous, José, bien sûr. Sur la petite danseuse de Degas, c'était important de montrer cet extrait, évidemment, parce que l'ensemble du ballet est inspiré par la petite danseuse de Degas, qui était danseuse ici, à l'opéra, Marie Van Guttem, et c'est Martine Kahn qui en signe le livret, je crois qu'elle est là aujourd'hui, et c'est elle qui a découvert que la petite danseuse que Degas avait fait poser, eh bien, c'était cette fameuse Marie Van Guttem, qui était une danseuse qui n'a pas fait carrière, qui a surtout été prostituée par sa mère et qui était pas du tout une danseuse exemplaire et qui a malheureusement mal fini. Et on le voit bien dans ce ballet. Et puis c'était aussi une façon, en choisissant ce ballet, de rendre hommage à Patrice Barre, qui était le chorégraphe, qui a été un grand danseur étoile et un grand maître de ballet ici et qui est décédé le mois dernier. Donc c'était important aussi de ne pas l'oublier. Qu'est-ce que vous avez... Alors José, vous étiez aussi dans cette distribution, vous jouiez le vilain abonné. Qu'est-ce que l'on ressent quand on danse un ballet qui est aussi sa propre histoire, l'histoire de sa propre maison? Surtout que là, le rôle que vous avez vu, c'était le rôle de la danseuse étoile. Exact. Donc, et vous descendez cet escalier qui est l'escalier que vous avez vu dans l'Âge heureux. D'ailleurs, pour la petite histoire, cet escalier sur scène, là, c'était vraiment pas évident parce que les marches, elles glissaient énormément. Et donc, c'était pas du tout confortable. C'était notre première entrée, je crois, pour la danseuse étoile. Et on avait peur de tomber. En plus, il y avait des décalés, des détournés, etc. Donc, j'étais très, très cramponnée à la rampe. Ça ne se voit pas trop. José, alors vous jouiez le méchant, mais qui tombe un peu amoureux, enfin qui est presque un peu sincère. Tout à fait. Ouais, c'est pas méchant, c'est... comment dire, il fait partie de cette histoire. Et ensuite, Appartement de Matzek, expliquez-nous ce que l'on ressent quand... qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la manière dont vous allez presque toucher ce rideau de scène, qui était d'ailleurs un rideau fraîchement repeint. Il a été restauré juste quelques années auparavant. Matzek, pour Appartement, a voulu quelque part qu'on découvre la scène à faire à mesure. Donc il y avait plusieurs rideaux historiques, l'un à la suite de l'autre, et chaque tableau s'ouvrait sur un nouveau rideau historique. Donc ça, c'était déjà le deuxième, en fait. Et puis après, il y avait un troisième qui était derrière les musiciens. Et donc, c'était une façon de... comment dire, cette pièce Appartement, c'est tout ce qui se passe dans la vie quotidienne d'un appartement. Mais en fait, quelque part, pour lui, l'appartement, c'était le Palais Garnier. En fait, il était sur la scène de Garnier. Et c'était un ballet créé pour nous, pour les danseurs de l'opéra, donc pour notre maison. Oui, absolument, mais il a été repris, je crois, dans d'autres compagnies. Oui, par la suite, il a été repris dans d'autres compagnies. Et d'ailleurs, il en a fait même une version qui s'appelle Casi Casa, presque maison. Et donc, en fait, c'est... Pour l'Espagne ? En fait, il l'a fait à Cuba. Nous, on l'a repris au Ballet de Madrid. Mais c'était la même chose sans les décors. C'est pour ça que ça s'appelait presque Appartement. Alors, passons vite sur d'autres exemples, parce que le temps presse. Arepo, évidemment, ballet de Béjart qui se moque pas mal de l'institution à la fin. Enfin, vous ne l'avez pas dansé, mais vous l'avez vu forcément, Elisabeth. À la fin, tous les danseurs se jettent sur une maquette de l'opéra. Et c'est cette idée que soit les danseurs dévorent l'opéra, soit l'opéra dévore les danseurs. Au choix. Je pense que c'est toujours l'histoire de Maurice Béjart. Je t'aime moi non plus. Les rapports de Maurice Béjart avec l'opéra ont toujours été un peu complexes. Alors un rapport artistique fabuleux. Quand on travaillait avec lui, c'était génial. Mais bon, Arepo est évidemment associé à une période très sombre de relations entre Nureyev et Béjart qu'on n'aime pas trop se rappeler. Pourtant, on peut le dire, il avait nommé étoile Manuel Legris et Éric Vuan, alors que ça n'était pas dans ses prérogatives. Voilà, oui, ça a été une soirée effroyable pour nous, parce qu'on est passé de l'immense joie d'avoir 2 danseurs étoiles, mais 2 minutes plus tard, Rudolf est arrivé en disant Poisson d'avril. Je crois qu'on ne pourrait plus faire ça de nos jours. Non, quand même, il y a un sens de la responsabilité. Rapidement aussi, sur deux créations contemporaines, Noé Soulier, Red Carpet,
de Hofesch-Schechter qu'on a vu au mois de juin. Et puis Doux mensonge de Kilian. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire sur la façon dont ces deux chorégraphes ont utilisé les lieux? En tout cas, moi j'avais été très marqué par Doux mensonge à l'époque, et je ne sais pas il y a combien de temps c'était exactement, mais il y avait 99, la création, reprise 2001, 2004, 2013 au choix. Et donc en fait, c'est vrai qu'il y a ces vidéos où on voit les coulisses, on voit les dessous. Il y a aussi les chœurs sur scène qui descendent, donc où le mécanisme de la trappe qui est une illusion, qui fonctionne comme une illusion dans Gisèle, là il est vraiment visible, il monte peu à peu. C'était les arts florissants. Hein. Les arts florissants, et c'est vrai que je trouve que ça utilisait en fait, et ça donnait à voir la scène elle-même et sa spécificité et tout son mécanisme, si je puis dire, de manière assez extraordinaire. Ce qui était intéressant dans Red, c'est que, et d'ailleurs c'est vrai que c'était venu dans la saison après Appartement qui avait été repris dans la soirée avec Sharon et Al, c'est que cette thématique du rideau, elle était à nouveau présente différemment, mais c'est vrai que dans plusieurs pièces de Kilian, il y a l'utilisation des rideaux, alors d'habitude de rideaux plutôt noirs, mais pour découper l'espace, reconfigurer l'espace. Et là, il y avait le lustre aussi, alors qui faisait écho bien sûr au lustre. Mais, il y a une sorte de danse tribale autour du lustre, qui est assez impressionnante, je trouve. Oui, cette façon de se jouer de jouer de l'objet. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une série d'œuvres en tout cas qui ont été créées pour le ballet ici, qui thématisent quand même alors je ne sais pas si c'est consciemment, mais en tout cas pour le public, quand on les a vues au cours des années, elles se répondent un peu mutuellement. Mais c'est vrai que c'était très étonnant aussi, je trouve, de revoir Appartement. Il y a ce jeu sur le regard, parce qu'il y a cette ouverture progressive vers le lointain, avec la première partie qui est sur le proscénium d'ailleurs, qui est vraiment devant le rideau de scène, donc où cette proximité dont je parlais un peu plus tôt, où il y a cette pluralité de regard, elle est exacerbée parce que c'est presque une sorte de jeté dans le public. Enfin, je trouve que je suis souvent touché par les parties qui sont sur le proscénium, parce qu'on est les danseurs sont de l'autre côté du cadre de scène, donc c'est un peu comme s'ils traversaient ce quatrième mur et ils sont dans le même espace en fait, dans un sens que le public, le même espace visuel, mais aussi le même espace sonore. On entend très différemment, je trouve, ce qui se produit sur le proscénium. Donc oui, il y a quelque chose d'assez fascinant, en tout cas dans cette série d'œuvres. Vous-même, est-ce que l'on danse différemment quand on est vraiment au-dessus des premiers rangs d'orchestre? On l'a fait pendant le Covid. Absolument. Il y avait une série de pas de deux, et quand on était tout proche de vous, c'était extrêmement impressionnant, je dois dire. Mais pour nous aussi, mais on aime bien quand même rentrer dans le cocon de la scène, reculer de quelque part. On déteste. Enfin, moi, je sais que quand je suis sur scène, j'aime pas trop aller au devant de la scène, parce qu'on aime bien se sentir protégé par les coulisses, par le cadre de scène. Et donc sur le proscénium, on est vraiment en effet très sur le devant, et on se sent vraiment pas protégé pour le coup. On se sent très à nu, comme si parce que aussi le public peut nous voir de profil Ah, c'est horrible. Ah oui, c'est horrible. Pour moi, c'est horrible. Parce que je trouve que la danse est vraiment faite pour être vue de face, et puis quand on a certains défauts, c'est pas très bien de voir la danse de profil, comme l'en dehors par exemple. Après, ça dépend des projets, ça dépend des ballets. Il y a des choses qui peuvent être faites. Faire Casse-Noisette sur le proscénium en tutu de profil, c'est horrible. Oui, parce que t'as le Ou la mort du cygne, vous aviez fait la mort spectacles. du cygne, Dorothée, au proscénium, si je ne m'abuse. J'avais fait Casse-Noisette. Non, j'avais pas fait la mort du cygne. Non. J'avais fait Casse-Noisette, le premier pas de deux, et le dernier avec le tutu. José, vous avez, dans Les Enfants du Paradis, vous avez utilisé l'escalier. Alors ça, sauf erreur, je pense que c'est la première fois que des danseurs sortent. Enfin, après, il y a eu James Thierry sous 1000 pieds, mais c'était vous la première fois que vous utilisiez le grand escalier pour en faire un objet de spectacle, pour accueillir les spectateurs aussi. Donc, on sait bien que cet escalier, c'est déjà un spectacle en soi avant même qu'on entre dans la salle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de ça ? Déjà, dans le film Les Enfants du Paradis, il y a beaucoup les parties publiques, beaucoup de scènes qui se passent dans les parties publiques des théâtres. Et puis, par rapport à cette réponse à la scène, je voulais trouver un deuxième lieu
pour pour qu'il y ait une sorte d'interaction et que le public fasse partie du spectacle. Donc en fait, à l'entracte, il y avait des tracts qui tombent du lustre, d'ailleurs, pour inviter les danseurs à aller, le public, les danseurs aussi, bien sûr, aller vers le grand escalier. Et donc, quand le public arrivait dans le grand escalier, il y avait déjà un duo qui était là, qui commençait avec la musique en direct. Et donc, on créait un autre lieu de spectacle dans les parties publiques. Alors les parties publiques, surtout, je pense qu'il faut faire une petite séquence hommage à Rudolf Nureyev. Il y a une très jolie photo de Nureyev sur les toits que je voulais vous montrer. Voilà, je trouve que je crois que cette photo a été prise par Colette Passon au moment de la prise de fonction de Nureyev, et je trouve que c'est une belle façon de s'emparer des lieux tout en étant très aérien. On peut peut-être enchaîner direct. Bon, donc Nureyev, pour rappel des dates, 1983-1989. Ça fait loin et proche à la fois. Je voulais vous montrer aussi un extrait rapide du lac de Nureyev. Pourquoi riez-vous? Alors, non, il faut dire les conditions de cette générale. Enfin, Oui, José racontez. ne devait absolument pas danser ce soir-là. On était programmés plus tard ensemble et Charles Jute s'était fait mal au dos. Et il a préféré préserver son dos pour la première. Et on n'avait pas du tout répété, mais on s'était même pas touché. Donc voilà, là on voit un tour de plus. Ah là, j'ai pas plié comme il fallait. Donc, et c'est cette générale qui reste. Si vous le voyez, et je ne pense pas que nous ayons vu grand-chose. Vous pouvez quand même, Elisabeth, vous avez dansé et créé quasiment tous les rôles des grands ballets qu'a remonté Nureyev. Juste peut-être un petit mot souvenir de ce lac qui a été un peu Ça, j'étais sûre que je l'aurais, cette question. Alors, rapidement, parce qu'on a très rapidement. Donc, Rudolf est arrivé en 83 et son projet, c'était vraiment de monter Raymonda en octobre-novembre et le Lac des Cygnes au mois de mai 84. Et alors, on a fait cette chose qui est on est très doués pour ça. Nous avons fait grève. Parce que nous ne voulions pas danser le Lac des Cygnes de Rudolf, nous voulions garder le Lac des Cygnes de Vladimir Bourmeister. Et enfin, alors, on n'a pas fait grève, on est resté assis dans le studio. Voilà. Enfin, il n'a pas bien compris parce que c'était pas dans son vocabulaire quand même. Voilà. La grève. Et en fin de compte, il a eu cette intelligence de nous montrer beaucoup de vidéos où il voulait nous montrer que son Lac des Cygnes était plus proche de la tradition que le Lac des Cygnes de Bourmeister. Et il nous a dit, écoutez, si vous dansez mon Lac des Cygnes, je vous promets qu'on reprogrammera le Lac des Cygnes de Bourmeister 2 ans plus tard. C'était très ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Donc finalement, ce Lac des Cygnes a été déplacé en décembre et on a créé donc le 20 décembre 84 un Lac des Cygnes particulier, sans plumes et sans ailes. Donc c'était ça qui nous gênait beaucoup. Un Lac des Cygnes qui est axé sur le prince. Pour lui, c'est l'histoire de Siegfried. Un Lac des Cygnes très critiqué parce que très froid.
Le lino était blanc, il y avait des décors qui étaient transparents, la lumière éclairait de l'intérieur des murs. Et les lumières n'éclairaient pas les signes de façon très poétique. Non, parce qu'en fin de compte, le deuxième et le quatrième acte étaient l'esprit du prince, le rêve du prince ou le cauchemar. On a eu ces tutus de 45 cm très très raides où moi je m'étais fait faire un tutu de répétition identique quand on a réglé le pas 3 du quatrième acte pour lui montrer que tout était impossible parce que j'avais un caractère voilà, et lui il était griffé là, il disait de toute façon on le fera. Donc ça a été une création un peu difficile. On a changé les éclairages pour le Cygne Noir le jour de la générale parce que je ne voyais rien du tout. Et comme toutes les générales des productions de Rudolph, c'était pas prêt à la générale, mais ça a toujours été prêt le jour de la première. Et sans angoisse? Les angoisses, si. Si. Non, il y avait des angoisses. Puis alors, Rudolph était aussi quelqu'un qui m'a appris une chose que j'essaye d'enseigner aux élèves, c'est que tant que le spectacle n'a pas eu lieu, on peut changer jusqu'à 1 minute avant d'entrer en scène, voire pire. À l'entracte, ça c'était pour un Don Quichotte, et donc c'est d'être toujours vivant, d'être toujours à l'affût, donc c'est très déstabilisant parce qu'on a besoin de confort, on a besoin tu parlais de l'imprévu, on n'aime pas l'imprévu, mais ça il nous a appris et il continue à changer. Pour lui l'œuvre n'était jamais aboutie. Il disait d'ailleurs à Claire Motte, quand il est venu danser le lac de Burmeister au quatrième acte, lorsque vous, Siegfried, vous venez chercher, vous courez pour chercher votre signe, il disait à Claire Motte, non mais demain ne sois pas au même endroit. Exprès, pour que vous le cherchiez. Et ça, c'est une idée quand même c'est une idée de chorégraphe assez géniale. Ce qu'on adorait dans le Burmeister, c'était cette sorte de marche au supplice des signes. Et je dois avouer que sur la même musique, Rudolph a fait un pas de deux extraordinaire. Et c'est vrai que maintenant, ce lac des signes est intemporel. Il est encore très moderne et les interprètes de maintenant peuvent exister avec notre temps. C'est pas du tout, on leur demande pas de faire comme nous, on leur demande aussi de faire évoluer cette œuvre et je pense que pour les filles c'est génial, mais pour les garçons c'est quand même un personnage beaucoup moins fade que beaucoup de productions du Lac des Cygnes. José, vous avez pris un plaisir particulier à danser ce lac comparé aux autres Nureyev? Alors en fait, c'est compliqué comme question. J'ai pris beaucoup de plaisir à danser le lac par rapport à la profondeur du rôle et surtout quand on va danser le lac des Cygnes dans d'autres versions. J'ai été au Kirov danser leur version et finalement j'avais l'impression d'être le partenaire et de ne pas exister. Et Rudolph, avec cette profondeur, a donné un intérêt au rôle masculin du lac des Cygnes. Dorothée, quelques petits souvenirs rapides du lac? Il est très dur, le lac de Rudolph. Et je trouve qu'il faut avoir un corps fait pour. Moi, je me suis jamais vraiment sentie à l'aise dans le lac des Cygnes parce que j'avais la sensation que j'avais trop de défauts physiques pour pouvoir bien le faire ou le faire comme j'aimerais le faire. Mais il y a des passages merveilleux. Le quatrième acte est sublime. Les musiques sont... Enfin, je trouve que la chorégraphie est vraiment... dessine la musique. Et donc, c'est très agréable de pouvoir avoir cette symbiose en tant qu'interprète avec la musique. Alors, avançons sur une photo. Ça, Elisabeth, c'est peut-être pour vous. Dites-nous. C'est le 8 octobre 1992. C'est le salut de la création de Bayadère. Alors celle-ci, c'est vraiment faite dans la douleur. José, t'étais là aussi. En fin de compte, c'était une course contre la montre. On a commencé à répéter. Alors curieusement, on a commencé à répéter au mois de mai-juin. Et on en est à ce moment-là, le Lac des Cygnes Burmeister à Bastille, dans la production de costumes de Tomio Mori, qui n'a pas été une réussite. Voilà, tant pis, je lâche. Oui, costume particulier. Costume particulier. Et donc, dès que Rudolph pouvait être présent, il venait. Il avait réglé au mois de juin la bagarre entre Isabelle et moi. Il avait réglé le premier pas 2 de Solori Gamzati.
Et c'était à peu près tout. Et après, à partir de septembre, on a couru après le temps, on a déchiffré. C'était très important. Le trio a été vraiment, enfin, quand je dis trio, je devrais dire plusieurs trios, parce que toutes les distributions qui étaient les élèves de Rudolf, les danseurs qu'il a fait naître, on était avec lui et on allait cueillir toutes les informations. On allait deviner aussi par rapport aux vidéos qui étaient les vidéos du Kirov, puisqu'il nous avait donné une production sur laquelle on s'inspirait. Qui était très proche, hein, finalement. Qui était très proche. C'est peut-être, s'il avait été en forme, il aurait peut-être fait plus de danse. Les garçons, par exemple, ne sont pas très bien servis. Il n'y a que la danse du deuxième acte. Enfin, il y a les 8 amis au premier acte qui dansent vraiment, et les 12 garçons en jaune du deuxième acte, je suis sûre qu'il aurait fait une danse beaucoup plus complexe. Mais moi, je me rappelle aussi la question du voile, parce qu'on ne comprenait pas du tout ce que ce voile faisait quand il y avait le voile du Raja, le voile de Nikiya, le voile de Gamzati. Donc on était tout le temps en train de questionner. La direction de l'opéra a eu l'intelligence d'inviter Ninel Kourgapkina pour nous aider, et c'était quand même une de ses premières partenaires au Kirov. Donc là, elle était comme une maman, comme une grande sœur, et on a fait tout ce travail. Je ne sais pas ce qu'il a vu de la première. Je pense qu'il n'a rien vu parce qu'il était sous calmant. Il était dans la petite loge. Mais il était dans la loge. Il était dans la loge avec son médecin, avec Canesi. Mais là, alors en plus, Franca Squarciapino s'était cassé le bassin, donc elle était en fauteuil roulant. Enfin, c'était vraiment une production. Celle qui a fait les costumes. Hein. Celle qui a fait les costumes. Mais dans cette production, il y a tout de nous. C'est-à-dire même, on a construit les couronnes avec Franca. Là, mon bas de tutu, on ne le voit pas, il est blanc. Alors que maintenant, il est rouge. Ben oui, il est rouge parce qu'en fin de compte, on m'avait mis le même tutu que les filles en vert et je ne pouvais pas du tout danser avec. C'était trop lourd. Donc, j'ai apporté un bas de tutu personnel sur lequel on a mis mon tutu. Donc, je peux dater toutes les photos. Je peux dire ça, c'est la générale et la première, ça, c'est après. Et puis, ouais. Nureyev venant saluer quand même, hein, qui vous saluait vous, qui saluait le public et puis qui saluait la vie, puisqu'il meurt 3 mois plus tard. Hein. Et je voulais vous montrer ces images qui sont assez inédites, enfin très peu connues et assez bouleversantes. Même très bouleversantes. Voilà, vous aurez compris que c'était les obsèques de Rudolf Nureyev le 12 janvier 1993 sur la musique du chant du compagnon errant, qui était un des grands rôles de Nureyev c'était un ballet de Béjart. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? Un abandon, mais en même temps un devoir, parce qu'on savait qu'on détenait tout ce qu'il nous avait donné. C'est sûr qu'il est présent, comme beaucoup de nos maîtres, mais il a influencé totalement l'air de l'opéra. Ces ballets sont encore dansés, parfois critiqués, mais on en a donné une nouvelle interprétation. Ces mots résonnent chaque fois.
oser faire, la fameuse parole, pas parler, faire. Donc tout ça, c'est présent chaque jour. On devait redanser Bayadère 15 jours après. Donc là, c'était terrible pour nous parce qu'on s'est sentis orphelins. On aimait bien se faire gronder par lui. On a tous des souvenirs de colère assez... là encore, ça pourrait plus exister, mais de lancer de thermos... Vous en avez été victime, hein, vous, Elisabeth? Moi, j'ai été victime d'autre chose. Voilà, mais c'était... il y a eu des conflits, mais c'est le seul endroit où il se soit arrêté. C'est le seul endroit où il a été directeur. Je crois qu'il a été heureux ici. Un jour, j'ai dansé avec lui à Royal Ballet et je lui ai dit, mais vous devez retrouver tous vos amis. Et il a dit, je n'ai pas d'amis à Londres. Alors qu'à Paris, je crois qu'il s'est vraiment senti heureux. Cette course aussi qu'il avait contre la mort. Mais on a beaucoup ri avec lui. Il y avait aussi, curieusement, énormément d'exigences, mais beaucoup de tolérance sur des choses importantes. Alors, par exemple, la première du Lac des Cygnes à New York, on avait toutes nos fameux fouettés tour attitude du début du Cygne Noir qui nous hantaient et qui sont maintenant devenus normes. Les danseuses de maintenant le font beaucoup plus facilement que nous, mais nous, on a déchiffré. Et donc, Rudolf me voit essayer, rater, réessayer, re-rater, et il me dit, si vous pas réussir ce soir, faites tour à la seconde. Alors, j'y mets Rudolf. Non, mais on change de pied, par contre. Le tour à la seconde, il est sur le pied droit, alors que le fouet attitude, il est sur le gauche. Très fatigué. Donc, je la regarde et je dis, mais Rudolf, c'est pas possible, vous nous avez appris à ne jamais changer. Et il dit, oui, mais ce soir, spectacle très important. Et là, je lui ai dit, écoutez, Rudolf, j'ai été habituée à essayer de réussir et de ne pas rater. Ce soir, je ferai les tours attitude. Et vous l'avez fait. Voilà. Ce qui est beau dans cette cérémonie civile, c'est que ça nous montre aussi que l'Opéra Garnier, c'est une cathédrale. L'intitulé de cette rencontre, c'est le temple de la danse, mais je pense que c'est extrêmement symbolique. Noé Soulier, très rapidement, parce que qu'est-ce que cela vous dit, vous, vu de l'extérieur, ces obsèques tout de même assez étonnantes? Personne d'autre n'a eu droit à ces obsèques sur les marches. C'est assez fascinant comme image, et c'est vrai que moi, c'est souvent l'impression quand je viens ici en tant que public, c'est qu'on n'est pas du tout dans un espace... Pour moi, c'est un peu l'inverse du musée, comme un cube blanc, par exemple. C'est plus comme de voir un tableau dans une église, où peut-être on le voit parfois un peu moins bien. De certaines loges, on ne voit pas une partie de la scène, etc. Dans une église à Venise, si on voit un tableau du Caravage, la lumière n'est pas optimale. Voilà. Mais il y a cette même chose, en fait, où on voit l'œuvre dans un espace qui n'est pas uniquement pensé pour la contemplation esthétique, mais qui est aussi un espace de vie, même le foyer dans lequel on est maintenant, l'escalier, etc. On sent qu'on est quelque part dans la cité, je trouve. On est dans un espace social, un espace de vie, un espace qui n'est pas uniquement artistique. Mais ce que je trouve merveilleux là-dedans, c'est que quand il se passe quelque chose de fort artistiquement, quand il y a un moment d'éternité, quand il y a un interprète qui d'un seul coup a un moment de grâce, c'est encore plus frappant que si on était dans un espace qui était uniquement dédié à ça, en fait. Il y a quelque chose de... On est surpris, en fait. On est pris un peu au dépourvu. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi sur certaines productions contemporaines. Où, quand je suis venu voir la création de Fechtester, par exemple, je sentais bien que dans le public, il y avait certains touristes qui étaient là à Paris, ça faisait partie de l'expérience d'être à Paris. Un tour opérateur. Il y aurait eu Gisèle, ils auraient vu Gisèle. Il y aurait eu le Lac des Cygnes. Ils s'attendaient peut-être plus à voir ça. Ils avaient été pris un peu au dépourvu. Mais je les voyais à côté de moi qui ont été un peu submergés finalement par cette émotion, et qui ont été emmenés dans quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Et moi, je trouve que c'est vrai que c'est une expérience totale. On rentre dans le bâtiment, on est déjà dans l'œuvre, en fait. Enfin, on est déjà dans une œuvre, en tout cas. Alors justement, on est dans une œuvre aussi quand on découvre le foyer de la danse. Alors ça, c'est la photo, on va aller vite, hein, la fameuse photo officielle de la compagnie sur les marches, toujours, ce lieu qui quand même est hautement symbolique. Et puis il y a ce lieu, bien sûr, le foyer de la danse qui a été créé, on le sait, pour satisfaire les abonnés au 18e, mais même au 18e siècle. Hein, ça n'est pas une invention de Charles Garnier, ça n'est qu'une prolongation d'une tradition. Mais vous, quand même,
rapidement, qu'est-ce que ce lieu symbolise pour vous et qu'est-ce que vous y faites et à quoi vous pensez quand vous arrivez dans ce foyer de la danse qui est en général, qui précède de quelques minutes l'entrée sur scène. Justement, c'est un lieu, c'est un sas de concentration. C'est-à-dire, c'est le moment où on va se concentrer, se chauffer pour le spectacle. C'est presque un lieu de recueillement. On est encore dans la cathédrale. Hein. Oui, un peu. Il y a une forme de méditation, de communion avec l'espace déjà, qu'on va retrouver sur scène, même si on ne voit pas vraiment la salle, mais il y a une sorte de mise en condition. C'est un lieu magique. Une connexion avec la scène, en fait. D'ailleurs, le défilé par toute la compagnie. Les 150 danseurs, plus l'école de danse, maintenant le junior ballet, se retrouvent là au moment du départ du défilé. Et c'est de là que c'est ce qui connecte, en fait, j'allais dire, c'est ce qui connecte nos studios et les espaces de répétition à la scène. Oui, et d'ailleurs, justement, voyons ces images de ce défilé qui est quand même une originalité de la maison. Alors, si l'on calcule bien, vous avez 10 secondes exactement pour réunir tout le monde à la fin. Comment faites-vous? Ça dépend du nombre de reprises musicales. Hein. Parfois, on peut... Non, mais là j'ai compté, là, ça il fait manquait 10 une secondes. reprise. En fin de compte, c'est la pré-générale et il manquait une reprise musicale. Et nous, dans la salle, on est comme ça, on fait « Ah non, faut qu'elle reprenne, faut qu'elle reprenne ». Enfin, on les connaît très, très bien, nos reprises. En fait, ça se passe par rapport... Le danseur étoile appelle les autres danseurs étoiles et c'est le signe pour tout le monde de rentrer. Donc, tout le monde rentre en même temps. Comment vous apprenez ce défilé à vos élèves? Alors, ça prend... Parce que c'est pas si simple, en fait. Ça prend beaucoup de temps, finalement. Danser, c'est pas si difficile que ça. Marcher, c'est beaucoup plus dur. Et pour les petits garçons en particulier qui sont derrière la dernière étoile qui a un triomphe, ils n'entendent plus la musique. Ils ont des petites jambes. Si le tempo est... c'est normal, ils sont pas très grands. Si le tempo est trop lent, ils peuvent pas le tenir. Donc parfois, on en a un qui fait surtout dans la pente de la descente. Il y a la première pente qui est très très longue. Alors c'est très mignon parce qu'ils me disent alors si je me mets en arrière, je vais pas tomber, ça va aller. C'est très long, on ne peut pas répéter autant à l'école. Et puis oui, il faut leur apprendre. Il y en a un qui m'a dit un jour quand il est passé de la première ligne à la deuxième ligne. Ah oui, alors donc il faut défiler exactement derrière celui qui est devant soi. Je lui dis oui, c'est un peu le principe du défilé. Mais pour eux, c'est la première fois qu'ils sont sur la scène de l'opéra. C'est génial. Mais pour tous, on connaît tous, on se rappelle très bien de notre premier défilé. Ouais. C'est vraiment, pour moi, ça a été, ça y est, j'y suis. En dernière ligne de l'école. Dorothée, ce serait votre dernier aussi, bientôt? Le défilé, c'est vraiment le moment où on se retrouve tous ensemble et c'est le moment où aussi on prend conscience de nos étapes dans la carrière. C'est-à-dire que quand j'ai été nommée danseuse étoile, c'est le moment où j'ai vraiment réalisé que j'étais danseuse étoile. Parce que avant, quand on est une première danseuse bien distribuée, on fait aussi des rôles titres. Donc finalement, il n'y avait rien qu'à changer. Mais le fait de faire le défilé avec le diadème et de pouvoir saluer le public, c'est là où je me suis rendu compte que... Oui, seule. C'est là où je me suis rendu compte que... Donc c'est vraiment un moment qui marque l'étape de la carrière de chacun. Et donc chacun a des souvenirs par rapport à ce défilé, que ce soit le premier défilé ou le dernier. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que si on regarde ça du strict point de vue de la trajectoire, vous jaillissez vraiment tous du même endroit. Il y a un côté symbolique très fort d'une unité et puis d'une espèce de naissance en fait. Le foyer de la danse vous met au monde chacun. Je trouve, non, José? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais que ce foyer de la danse fait le lien entre ce qui se passe dans les studios et qui nous amène sur scène. C'est le départ du défilé, c'est le départ d'une carrière, c'est là où on dit au revoir aussi. Enfin, ça fait partie du quotidien. Noé Soulier, rapidement, vos réflexions. Alors,
Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on a une sorte d'architecture éphémère qui est construite à la fin. Enfin, il y a l'architecture du ballet Garnier qui est fantastique, mais là, les ballets eux-mêmes, je trouve, que ce soit les actes blancs, il y a toutes ces sortes d'alignements, en fait. De même qu'il y a les alignements des colonnes, des entablements, des voûtes, etc. Il y a l'alignement au sein du corps, déjà, en fait, finalement. Cette notion d'alignement, elle me semble centrale à la fois dans l'architecture et dans la danse classique, de la précision de l'alignement des membres au sein du corps. Et puis c'est vrai qu'on dit corps de ballet, donc c'est cette espèce de corps commun qui est formé par tous ces membres. La sémantique, hein, là encore, le corps Oui. de ballet et corps du ballet, disait aussi Nureyev. Hein. Et Le c'est corps vrai de ballet et le ouais. corps du ballet. En tout cas, je trouve que cette architecture éphémère qui est formée par ces corps pendant les ballets, elle résonne avec l'architecture du lieu de manière très forte, quoi. Peut-être que pour finir, on peut se remettre, faire un bis avec le défilé. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre écoute et merci à vous quatre.